Messieurs les conseillers fédéraux, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse sur la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée hier soir et qui a duré 2 heures. Vous avez été renseignés sur les décisions prises par le Conseil fédéral par écrit. 2 sont particulièrement importantes et feront l'objet de cette conférence de presse. Il s'agit des décisions du Conseil fédéral au sujet du financement supplémentaire pour l'assurance invalidité, et ce sera le chef du département fédéral de l'Intérieur, le conseiller fédéral M. Pascal Couchepin, qui est accompagné par M. Yves Rossier, le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, et Mme Béatrice Breitenmoser, vice-directrice de cet office, qui vont vous commenter, vous présenter ces décisions. La deuxième concerne la révision de la loi sur les loteries, et ce sera le chef du département de justice et police, M. Christophe Blocher, qui va vous commenter les décisions prises hier par le Conseil fédéral. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur les autres objets discutés et décidés hier, ou si on peut entrer en matière avec ces 2 objets. Je constate que vous n'avez pas de questions. Venons donc à l'assurance invalidité. Monsieur le conseiller fédéral, je vous en prie. Monsieur le conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que le 28 avril 2004, j'avais présenté à l'opinion publique les grands traits de la 5e révision de l'AI qui sera mise en consultation cet automne. Entre-temps, il y a eu la votation de dimanche passé et on a un problème de financement de l'AI à terme. Je vous rappelle que la 5e révision qui est prévue, mise en consultation cet automne et entrée en vigueur en 2007, prévoit des économies, des améliorations permettant une meilleure intégration des invalides sur le marché du travail et des mesures ralentissant l'augmentation du nombre de rentes AI. Nous étudions actuellement si certaines de ces mesures pourraient être mises en vigueur plus tôt encore qu'au 1er janvier 2007, mais il n'y a pas de promesse qui peut être faite à ce sujet. Les études sont en cours pour voir si on peut accélérer certaines mesures et permettre ainsi d'être plus efficace plus tôt que le 1er janvier 2007. Mais même si la 5e révision entre en vigueur le plus tôt possible, je le répète, le financement de l'AI n'est pas assuré. Et plus grave, le déficit de l'AI compromet l'ensemble du système AVS-AI, puisque, comme vous le verrez dans un instant, d'après notre calcul, même avec une 5e révision de l'AI qui entrera en vigueur dans les temps, en 2010, c'est-à-dire dans le courant de la prochaine législature, le fonds AVS, sans la créance contre l'AI, atteindra 10%, puis en 2011 sera négatif. Donc si on exclut la dette envers l'AI, le fonds AVS serait en faillite en 2010-2011. C'est donc un avenir relativement proche. Des variations conjoncturelles peuvent améliorer les choses, peuvent aussi les dégrader, mais l'appréciation que l'on fait est une appréciation qu'on peut qualifier de réaliste en toute hypothèse. La différence ne porterait que sur une année. Peut-être c'est une année plus tard que le fonds est en faillite ou quelques mois plus tôt, mais c'est en 2010-2011 que se fait la bascule et que le fonds AVS n'a plus de réserve si l'on exclut la dette de l'AI, c'est-à-dire l'importance d'affronter immédiatement le problème de l'AI. Le Conseil fédéral propose de mettre en consultation cet automne, en même temps qu'on mettra en consultation la 5e révision de l'AI, de mettre en consultation 2 mesures. La première mesure, c'est une augmentation de 0,8 points de TVA sans participation de la Confédération, c'est-à-dire que la totalité devrait aller à l'assurance invalidité. L'autre mesure, c'est une mesure d'augmentation du taux de cotisation salariale pour
l'AI. Lorsque l'AI a été mise sur pied, les dispositions légales prévoyaient que la moitié des dépenses de l'AI devaient être couvertes par les cotisations. Or, depuis le début des années 1990, ce n'est plus le cas, et le déficit ainsi créé a été couvert soit par l'endettement, qui se fait massif avec le temps, soit par le prélèvement du capital qui était à disposition dans le système des prestations, des allocations complémentaires, le EO. On a prélevé à plusieurs reprises des montants pour combler le déficit et combler le manque de recettes de l'AI. Par conséquent, c'est envisageable, si l'augmentation de la TVA n'est pas soutenue par les partis politiques, les partenaires sociaux, c'est envisageable d'avoir une autre mesure. L'AI a besoin de nouvelles recettes. En 2003, elle accusait un déficit de 1,5 milliard de francs. L'AI dépense annuellement 10 milliards de francs et son endettement s'élèvera à la fin de cette année à 6 milliards de francs. Le déficit est dû à l'augmentation régulière des nouvelles rentes et ce déficit est couvert, comme je le dis, par le fonds ABS dans lequel les dettes de l'AI menacent de prendre des proportions inquiétantes. Le Conseil fédéral a décidé une procédure rapide parce que la cinquième révision de l'AI est en discussion dans l'opinion publique. L'administration prépare les textes pour la mise en consultation et il est important que l'opinion publique puisse avoir connaissance de l'ensemble des mesures qui doivent être prises pour assurer la stabilité de l'AI à long terme. Nous l'avons fait après, je dois dire, une certaine hésitation et une réflexion, car nous sommes conscients que la volonté du peuple doit être respectée. Le peuple a décidé la semaine passée de ne pas couper des prestations dans le domaine des assurances sociales et en parallèle, le peuple a refusé une augmentation des recettes. C'est donc pas sans hésitation et sans un sentiment de responsabilité que nous avons pris la décision d'aller dans le sens d'une nouvelle proposition d'augmentation de la TVA pour l'AI. Mais quand vous verrez les chiffres, je crois que malgré toutes les inquiétudes que cette procédure nous occasionne, et aussi, je dois dire, personnellement, le sentiment de malaise que ça me donne immédiatement après une décision populaire de revenir avec une proposition comme celle-là, je dois dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas ignorer la réalité et on doit avoir le courage de le dire, même si, je le répète, et je voudrais le dire à l'opinion publique, il ne s'agit pas ici d'être mauvais perdant ou de commencer à contredire la volonté populaire, il s'agit simplement de montrer la réalité et de dire que les choses vont se passer de manière dramatique si on ne prend pas des décisions. Il faut avoir un débat sur ce sujet. Je vous rappelle que les mesures prévues dans la cinquième révision de l'AI visent en premier lieu à réduire le nombre des nouvelles rentes. Diverses réductions ciblées de prestations sont également prévues, de même que des mesures corrigeant les incitations financières à la rente. Sur la base des scénarios envisagés, la réduction du déficit puis de la dette de l'AI surviendrait que vers 2014 et 2024. Tous ces systèmes sont extrêmement lents parce qu'ils ne mordent qu'avec le temps et avec la réalisation de toutes ces mesures. L'entrée en vigueur de la cinquième révision de l'AI est prévue pour 2007. Le caractère fondamental de cette révision requiert une solide préparation, tant dans l'élaboration des solutions que dans l'organisation de leur mise en œuvre. Cette révision ne sera donc pas en mesure de compenser, 3 ans déjà après son entrée en force, le déficit structurel de l'assurance, considérablement aggravé, malheureusement, à la suite aussi de la décision de dimanche passé.
La contribution de la Confédération aux dépenses laïques se monte aujourd'hui à 37,5%, soit environ 4 milliards de francs par an. Une augmentation de la participation de la Confédération est théoriquement concevable, mais elle entraînerait l'obligation d'assainir de manière supplémentaire les comptes de la Confédération d'un même montant. Ce n'est pas concevable dans l'état actuel des choses. On a aussi envisagé l'amputation des rentes, qui serait une mesure efficace à court terme, puisque sur les 10 milliards de francs dépensés par l'AI, il y a 6 milliards de francs qui sont dépensés en rente, 20% environ sont dépensés en mesures personnelles, qui sont plutôt les mesures qui devraient augmenter dans le futur, puisque c'est les mesures qui visent à la réintégration des personnes sur le marché du travail, et 20% environ, c'est les mesures collectives. Ce n'est pas possible aujourd'hui d'imaginer une diminution des rentes. Socialement, ce serait irresponsable et ce n'est pas l'expression aussi de la volonté populaire de dimanche passé. On n'entend pas visiblement diminuer les prestations sociales de manière globale. On est prêt à faire des aménagements, mais visiblement on n'est pas prêt à diminuer les prestations sociales de manière pauschale de 10% ou 15%, ce qui serait nécessaire s'il n'y a pas de ressources supplémentaires. Je prie M. Rossier ou Mme Breitenmauser de dire quelques mots sur l'évolution du Kapitalkonto der AOV. Merci, Monsieur les conseillers fédéraux, Mesdames, Messieurs. L'évolution du compte de capital, je crois qu'un document a été distribué, peut-être quelques mots pour le commenter. Vous avez en fait 4 colonnes, je me concentrerai sur les 3 colonnes de droite, qui sont les colonnes qui nous préoccupent ici. Sans la 5e révision, l'évolution du compte de l'AVS nous conduit à être dans les négatifs vers la fin 2010 et le début 2011, au vu des 2 milliards de recettes qui n'ont pas été votées dimanche dernier. À elle seule, la 5e révision de l'AI à cette date-là, elle ne sera en vigueur que depuis 2 ans, n'aura amené qu'une légère amélioration. Évidemment, dans la mesure où il s'agit d'agir sur le prononcé de nouvelles rentes, ce sont des mesures qui prennent un certain temps avant de déployer des effets importants, mais qui ne sont largement pas en mesure de compenser les 2 milliards de francs en question. Nur ein Wort dazu, diese 2 Milliarden der Mehrwertsteuer, das entspricht heute 1/3 der Renten. Also man müsste, um diese Gelder auffangen, man müsste 1/3 der Renten überhaupt abschaffen. Also nur auch eine Teilreduktion würde wenig weit gehen. Und wegen der System, dass der Bund die Hälfte der Ausgaben übernimmt, müsste man eigentlich 4 Milliarden sparen, die Hälfte der Ersparnis würde dem Bund zugutekommen. Also 2/3 der Rentner müsste man in Anführungszeichen abschaffen, um die Gelder aus der Mehrwertsteuer zu kompensieren. Et la 3e colonne est celle des effets de la 5e révision à cette date-là, incluant alors les 0,8% intégralement affectés à l'AI. Et là, vous voyez que la situation s'améliore notablement. Elle n'est toujours pas encore idéale, puisque c'est un processus à moyen et à long terme, mais nous nous trouvons à peu près au tiers, un peu moins qu'un tiers, 27% environ. Merci. Merci, M. Rossier. Mesdames et Messieurs, vos questions. Ja, Ich habe 2 Fragen. Warum haben Sie diese Zahlen zum Kapitalkonto der AHV nicht schon vor der Volksabstimmung vorgelegt? Die erste Frage. Und die zweite Frage, die Erhöhung 0,8 Mehrwertsteuerprozente ohne Bundesanteil, was hat das für den Bund für Konsequenzen? Alors, en ce qui concerne le premier point, je l'ai souvent dit, moi je visais un double vote positif. Par conséquent, je ne prends pas comme hypothèse la dramatisation à outrance. On a souvent dit que je faisais de la Schwarzmalerei. Je ne l'ai jamais fait parce que je comptais sur un double vote positif. Et si on avait un double vote positif, eh bien, le problème était maîtrisable. Et chaque fois qu'au cours d'une campagne comme celle-là, on évoque des scénarios dramatiques comme celui qui est en train d'intervenir, on dit c'est de la pression, de la menace, de la Schwarzmalerei, c'est quelque chose de négatif. Encore une fois, nous nous sommes battus pour un double oui, un signal positif. Je crois que le peuple a le droit de faire ce qu'il veut, et c'est son droit, et c'est lui qui mène le jeu.
et sur ce point-là, il n'y a jamais eu aucune hésitation de notre part, bien, le peuple a dit, je ne veux ni d'augmentation de recettes, ni de diminution de rente. On donne la situation, mais avant, les chiffres étaient connus. J'ai dit souvent dans des assemblées ou même à la télévision que l'augmentation des dettes de l'AI était comme une sorte de cancer qui dévorait l'ensemble du fonds. Mais vous ne pouvez pas, et je crois que c'est juste, et je ne regrette pas, vous ne pouvez pas dramatiser des événements en disant « et si vous ne faites pas comme je le veux, il y aura des drames ». C'est la démocratie et le peuple a le droit à la vérité et n'a pas à être tenu comme une sorte d'otage en disant « si vous ne faites pas comme on veut, il va y avoir des drames ». Mais aujourd'hui, le peuple a décidé, nous prenons acte, nous respectons la volonté populaire, mais nous refaisons les calculs et nous disons que nous ne pourrons pas attendre avant de représenter la situation. En ce qui concerne l'abandon de la part de la Confédération, ça aurait été des montants supplémentaires. S'il y a la part de la Confédération, il y a un montant supplémentaire. S'il n'y a pas la part de la Confédération, eh bien, pour la Confédération, ça ne change rien, puisqu'ils ne reçoivent pas ce montant. 300 millions environ. Un peu plus de 300 millions. Oui, madame. La hausse des cotisations salariales, est-ce que vous avez déjà fixé un taux Oui, pour obtenir une somme à peu près équivalente aux 0,8% de TVA, enfin point de pourcentage intégralement affecté à l'AI, il faudrait 0,7% de contribution salariale. D'autres questions? Oui. Dans quelle mesure cette nouvelle donne de dimanche ne change pas aussi la donne pour le vote sur l'assurance maternité? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Et on mènera une campagne pour l'assurance maternité. Des questions vont être posées, la discussion aura lieu, mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. On a ici un problème d'AVS et d'AI, puisque l'AI, comme un cancer, si j'ose dire, pas l'AI, la dette de l'AI, comme un cancer dévore la stabilité de l'AVS, elle compromet la stabilité de l'AVS à terme, ce qu'on savait. Pour le reste, il faut prendre des décisions en fonction du dossier lui-même. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va ouvrir un débat sur l'assurance maternité. Ja. Ich habe nicht genau verstanden, wollen Sie beides vorschlagen, also Lohnprozente und Mehrwertsteuer? Oder Entweder. Und was ziehen Sie vor? Nous sommes d'avis que c'est la Mehrwertsteuer qui est la chose la plus raisonnable à cause du marché du travail et à cause du coût du travail et des risques sur l'assurance chômage. Mais priorité à la Mehrwertsteuer, après Lohnprozent, et accompagné de la 5e révision, bien sûr, et de mesures dures, et après la faillite globale. Wäre nicht auch ein Mix der beiden Maßnahmen möglich? Lorsqu'on mettra en consultation les deux mesures, en donnant la priorité à la Mehrwertsteuer, et on verra ce que dit l'opinion publique, qu'est-ce que disent les partenaires sociaux et les partis politiques, qui, je le rappelle, à l'exception, sauf erreur, de l'UDC, qui s'est plutôt prononcé pour les loans absugés. Tout le monde s'est prononcé du côté des partenaires sociaux, du côté de tous les partis politiques, sauf l'UDC, à ma connaissance. Et encore, là peut-être M. Blorer peut me dire, est-ce que c'était une autorité autorisée de l'UDC qui s'est prononcée en faveur des loans absugés? Mais on verra au cours de la consultation. Je crois que c'est inutile de faire de l'interprétation théologique, biblique, des déclarations des différents membres des partis politiques. Ce n'est pas notre problème ici, mais on sent qu'il y a quand même une très forte poussée en faveur du Mehrwertsteuer plutôt que des loans absugés. Mais bon. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, merci Monsieur le Conseiller fédéral. Je vous propose de passer à la Lotteriegesetz. Herr Bundesrat, darf ich Sie bitten. Meine Damen und Herren, also ich werde die letzte Frage von Herrn Fußball jetzt nicht beantworten, aber nachdem er gesagt hat, es sei eine religiöse Frage hier entstanden, wird ja wahrscheinlich bald, nachdem wir jetzt gestern auch den
Vatikan anerkannt haben, wird die UdC auch bald einen eigenen Botschafter bekommen. Nun, ich bin hier, weil es geht um die Beschlüsse, die wir gestern gefasst haben in Bezug auf das Lotteriegesetz. Ich blende etwas zurück. Die Probleme im Lotteriebereich, die haben Sie bereits in den letzten Jahren dargestellt bekommen. Es geht darum, dass in der Schweiz die Kantone für den Vollzug und die Aufsicht zuständig sind, was das Lotteriewesen betrifft. So bestimmt es auch das Lotteriegesetz. Und wir haben festgestellt, dass die Aufsicht und der Vollzug in diesem Bereich nicht ideal funktionieren. Die Kantone haben das Recht, die Lotterien zu betreiben. Das ist geltendes Recht. Das wird eigentlich auch von niemandem bestritten. Es ist auch kein freier Markt. Die Kantone betreiben die Lotterien selbst, namentlich in zwei großen Gesellschaften, Swisslos und Loterie Romande. Aber sie betreiben sie noch selbst, sie beaufsichtigen sie auch. Und der Gewinn aus diesen Lotterien steht den Kantonen zu, und zwar für Gemeinnütziges und Soziales. Das ist die Zweckbestimmung, und die Kantone verfügen darüber. Es sind Probleme entstanden, namentlich mit dem Spielbankengesetz, weil den Spielbanken ist ein gewisser Bereich zugeordnet, namentlich im Glücksspielbereich. Und dass es natürlich hier Abgrenzungsprobleme gibt, das versteht sich. Die Spielbanken sind besser organisiert, was den Vollzug und die Aufsicht anbelangt. Aber man muss sehen, der Profiteur beim Spielbankenbereich sind nicht die Kantone, sondern sind der Bund. Weil die Abgaben oder die Steuern aus diesem Bereich, der Gewinn aus diesem Bereich, der geht in die AV. Der Anteil, der dem Bund zusteht, geht in die AV. Sodass die neu entstandenen Auseinandersetzungen zwischen den Lotterien und den Spielbanken oder zwischen dem Kanton oder dem Bund schlussendlich auch auf einen Streit zwischen Soziales und Gemeinnütziges bei den Kantonen und der AV hinausläuft. Das ist so das Umfeld, das hier tätig ist. Nun, was gibt es für Möglichkeiten? Der Bundesrat hat sich gestern entschieden, in dieser Sache jetzt keine Revision des Lotteriegesetzes voranzutreiben, auch keine Teilrevision. Aber er verlangt von den Kantonen das, was die Kantone auch selbst jetzt erarbeitet haben, nämlich, dass die Aufsicht und der Vollzug im Lotteriebereich wesentlich verbessert wird. Dazu hat er nicht einfach so eine generelle Erklärung von den Kantonen entgegengenommen, sondern einen klaren Terminplan. Die Kantone werden jetzt ein Konkordat machen, dem sämtliche Kantone angehören müssen. Das ist ein Muss, wenn gesetzgeberisch nichts gemacht werden soll von Seiten des Bundes. Und zwar muss dieses Konkordat stehen bis zum Januar 2005. Zweitens, die dann eingesetzten Vollzugs- und Aufsichtsorgane des Lotteriewesens muss stehen bis zum Januar 2006. Das heißt, ab 2006 muss es dann funktionieren. Dann ist das Problem, wenn das so gemacht wird, wie die Kantone vorgeschlagen haben, ist der Vollzug und die Aufsicht des Lotteriewesens befriedigend gelöst. Wenn sie es nicht tun, dann muss sich der Bund vorbehalten, hier gesetzgeberisch tätig zu werden. Wir haben ein zweites Problem, das ist nicht der Vollzug, sondern das Aufsichtsproblem, das ist ein Abgrenzungsproblem. Welche Glücksspielautomaten, welche Automaten überhaupt und welche Spiele gehören in den Bereich der Lotterie und welche in den Bereich des Casinos, der Casinos. Da streiten sich natürlich jetzt die Casinos und das Lotteriewesen. Es geht vor allem auch um gewisse Spielautomaten, namentlich die Loterie Romande aufgestellt hat, die sogenannten Dachtilos. Die sind bereits 600 Automaten, funktionieren dort, und es ist umstritten. Es gibt Rechtsgutachten, die sagen, das ist eindeutig
ist möglich für die Lotteriegesetze, und es gibt Rechtsgutachten, die behaupten das Gegenteil. Die Casinos haben solche Gutachten und andere haben andere Gutachten, und die Casinos behaupten, die seien rechtswidrig. Es ist nicht Sache vom Bund, jetzt zu entscheiden, was hier rechtswidrig ist oder nicht, vor allem weil der Bund natürlich auch mit den Casinos in gewissem Maße eine Partei ist. Das ist Sache der Gerichte, das zu beurteilen, ob sie rechtswidrig sind oder nicht, und da müssten halt die Interessenverbände entsprechend klagen. Dass es nicht so eindeutig ist, geht auch daraus hervor, dass man das eigentlich im neuen Lotteriegesetz, wenn es zu einem solchen gekommen wäre, hätte regeln wollen. Der Bund hat im letzten Jahr auch bereits eine Vernehmlassung durchgeführt mit diesem Lotteriegesetz, aber das liegt in der Natur der Sache, dass die Vernehmlassung sehr zwiespältig ausgefallen ist, und zwar natürlich deshalb, weil der Interessenkonflikt auch bei einem neuen ausgetragen wird. Der Bundesrat hat sich jetzt gestern entschieden von den 3 Optionen. Eines wäre die Totalrevision des Lotteriegesetzes gewesen. Das hat man auch vorbereitet bis Ende des letzten Jahres. Aufgrund der Vernehmlassung und aufgrund der neuen Lösungsmöglichkeiten, die die Kantone jetzt vorgeschlagen haben, hat der Bundesrat diese Option abgelehnt. Eine zweite wäre eine Teilrevision gewesen. Das ist das, was eigentlich die Spielbanken gerne möchten, dass sie einfach sagen, diese und diese Spielautomaten gehören nicht in den Lotteriebereich. Also das wäre so ein Interessenartikel gewesen. Das würde auch abgelehnt. Aber die vorläufige Sistierung der Revisionsarbeiten, das hat der Bundesrat beschlossen, und es ist dann an Aufgabe der Kantone jetzt hier dafür zu sorgen, dass der Bund nicht gesetzgeberisch tätig werden wird. Das werden wir also sehen. Wenn im nächsten Jahr schon, wenn man sieht, das Konkordat kommt gar nicht zustande, wird man es wieder neu aufnehmen. Oder wenn man 2006 sieht, da wird nicht gehandelt, dann ist dann wieder ein neuer Punkt, wo man auf eine der anderen Optionen zurückkommt. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Ihre Frage, meine Damen und Herren. Monsieur Pappé. Oui, Monsieur le Conseiller fédéral. Est-ce que vous avez des assurances des cantons comme quoi ils seront unanimes à adhérer à un concordat? Ich habe die Gespräche geführt mit der Fachdirektorenkonferenz, wo die Kantone alle dabei sind und repräsentiert, und die sind sehr zuversichtlich, dass sämtliche Kantone sich diesem Konkordat anschließen. Ich habe natürlich nicht alle 26 Kantone fragen können, auch dann wäre ja eine Absichtserklärung noch nicht genug. Aber das werden wir sehen bis Anfang des Jahres 2005. Darf ich auch eine Frage zu einem anderen aktuellen Thema stellen? In Brüssel werden ja jetzt die bilateralen Verträge unterschrieben, und man hat viele Dinge gelesen über Ihre Position, vor allem zu Schengen. Können Sie uns hier klarstellen, ob Sie jetzt die Schengen-Verträge unterstützen und Sie federführend durch das Parlament und eine allfällige Volksabstimmung führen werden? Ja, also ich bin nicht federführend bei den Verhandlungen bei Schengen. Es waren 3 Bundesräte, waren gleichberechtigt. Sie sind, ich weiß nicht, warum plötzlich nach Abschluss dieser Verträge ich als federführend bezeichnet werde. Zweitens, es ist selbstverständlich, wenn der Bund diese Verträge beschließt, habe ich die Pflicht, gemäß der Pflicht, diese Mehrheitsauffassung des Bundesrates zu unterstützen. Was aber mir obliegt, das ist, wenn diese Verträge genehmigt sind, in meinem Departement wird der Hauptvollzug liegen, weil es gibt ja zahlreiche Gesetzesanpassungen. Wir müssen ja einen Teil des Acquis übernehmen, müssen wir viele Gesetze anpassen, das ist das Bundesamt für Justiz. Und der Schengen-Vertrag bietet ja große Sicherheitsprobleme, die wir lösen müssen mit dem Wegfall der Grenzprobleme, also die ganze Schleierfahndungsorganisation, das ist ein großes Thema mit den Kantonen, und
die ganze Grenzregelung und namentlich auch die Nachrichten- und Polizeikooperation, die wir heute bereits gut haben mit den umliegenden Ländern. Das wird also bei mir und beim Bundesamt für Polizei liegen und das muss sich dann vollziehen. Das ist aber eine andere, der Vollzug und der Beschluss über die Schengen-Verträge. Monsieur Plon. Mais que votre département ne soit pas Federführer pour Schengen, c'est nouveau? Une nouvelle décision? Nein, ich bin in den Bundesrat gewählt worden und da ist gesagt worden, das sind diese 3 Bundesräte, das Äußere, dann das EVD und mein Departement. Und so war es auch und Sie wissen auch, also ich spreche, glaube ich, das erste Mal bei Ihnen über diese Schengen-Verträge und Sie haben schon viele Informationen bekommen aus dem Bundesrat der letzten Monate. La direction des négociations a toujours été dans les mains du Bureau de l'intégration, c'est-à-dire des 2 départements, département de l'économie et département des affaires étrangères, avec évidemment des rapports avec le département des finances pour la fraude et le betrug et le département de justice et police pour Schengen.